Donc, je suis ravi de vous présenter alors, pour cette nouvelle session sur la question de la BD et des résidences, Pili Munoz, qui est la directrice de la Maison des auteurs. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir la vidéo qu'on a postée sur Slack et qui est une vidéo avec Pili qui a bien voulu se prêter au jeu et nous présenter la Maison des auteurs et ses activités. On a organisé les tours de parole comme cela. Pili va refaire une brève présentation de la Maison des auteurs. Si vous avez des questions suite à la vidéo et à cette nouvelle présentation, vous pourrez les poser dans la foulée. Puis nous avons aussi avec nous Fanny Roland, qui est responsable du pôle des résidences à l'Institut français, qui vous présentera des dispositifs de résidence BD en France et des dispositifs IF comme la Fabrique des résidences qui permettent de monter ce genre de projet. Et enfin, David Ruffel qui est à l'Institut français d'Égypte et qui a développé un projet de résidence BD sur son territoire et en lien avec l'Institut français, et qui vous en parlera aussi. Donc on va donner la parole à Pili pour commencer. Je vous laisse vous représenter, puisque je pense que les personnes qui ont vu la vidéo vous connaissent, et représenter un petit peu la, la cité, la maison des auteurs à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, la Maison des auteurs. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil sur la petite vidéo que nous avons postée, qui présentait plutôt les problématiques en fait auxquelles on peut être confronté quand on veut créer une résidence, et les questions qui se posent ou qu'on pense qu'il vaut mieux se poser avant de la mettre en place. Donc on pourra, si vous le souhaitez, pour ceux qui l'ont vu, échanger sur les points qui ont été évoqués, les préciser évidemment s'il y a besoin. Et puis, auparavant, je vais reparler de la Maison des auteurs. Donc, comme vous le savez, c'est la résidence d'artistes de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Donc, c'est une résidence, je dirais, grand format par rapport à des lieux qui accueillent un ou deux auteurs, puisque nous avons fait le pari d'accueillir 20 à 25 personnes à la fois et d'accompagner les auteurs sur un temps de résidence très long, puisque nous pouvons accompagner des auteurs jusqu'à 4 ans, continus ou non, par session de 12 ans. Donc l'idée était vraiment de proposer un dispositif un peu différent entre l'atelier mis à disposition et puis une vraie résidence. L'idée, souvent, quand on parle de la maison des auteurs, c'est qu'on dit, moi j'aime bien une expression qui est une sorte de boîte à outils, c'est-à-dire qu'on offre des dispositifs différents, variés, et chacun puise un peu ce dont il a besoin. Donc on a des gens du territoire qui peuvent s'installer pour 1 an, 2 ans sur un projet de bande dessinée assez long, et puis on peut avoir des auteurs internationaux qui viennent 3 mois dans le cadre de partenariats. On peut aussi avoir des résidences qui sont liées à des bourses avec des actions de médiation. C'est-à-dire que dans cette maison, on trouve un petit peu tous les formats de résidence possibles, mais tout le monde ne fait pas tout. Voilà. C'est un lieu surtout où on peut voir la création internationale. C'est ça aussi qui est intéressant pour les résidents. C'est-à-dire que vous pouvez avoir en même temps un auteur qui vient d'Inde, un auteur nord-américain, un auteur latino-américain, un auteur qui vient d'Iran, un auteur français, un auteur espagnol, italien. Et ce qui est intéressant dans cette résidence, justement, c'est de voir que ce qui rassemble les gens, les questionnements qui se partagent ensemble, mais aussi peut-être les différences, les techniques, des choses qu'on apprend les uns des autres. Donc voilà, c'est vraiment le premier point fort, je dirais, de notre résidence. Après, elle se tient à Angoulême, ce qui est aussi une raison pour laquelle on attire énormément de gens. Angoulême, vous le savez, c'est une cité de l'image vraiment importante, avec la cité de la bande dessinée, son festival, les écoles, tout un écosystème de l'image autour de la bande dessinée, mais aussi du cinéma d'animation.
Donc tout ça fait que, évidemment, quand on vient en résidence, on découvre aussi un écosystème beaucoup plus large, beaucoup plus grand, qui fait que c'est intéressant aussi de venir ici pour ces raisons-là. Et pour les étrangers, comme je l'ai dit dans la vidéo, on découvre la production internationale, puisque la France est le pays qui traduit le plus de bandes dessinées et où on a accès à la production la plus large possible. Donc venir en France et venir à Angoulême, c'est aussi découvrir cette offre très, très abondante. Donc, tout ça fait voilà, que c'est un pôle qui attire aussi bien des entrants dans la profession, hein, des jeunes talents, comme on dit, ou des auteurs plus confirmés, mais qui viennent de pays où la bande dessinée n'a pas forcément la même place et qui ont tout intérêt aussi à venir échanger avec leur père. Voilà, je vais peut-être vous laisser un peu la parole, si vous le souhaitez, pour des questions, des échanges. Est-ce que suite à la vidéo, vous avez peut-être des questions pour Pili Munoz? Est-ce que vous avez eu le temps de la voir? Parce que je vois que Lucas nous dit qu'il en est très content. Il pourrait peut-être nous dire pourquoi. Oui, bonjour à tous. Donc, bonjour, Philippe. Oui, effectivement, je viens de regarder la vidéo entre les deux sessions et j'étais très agréablement surpris par son côté. Déjà, elle est pas trop longue, donc elle est vite au cœur du message et on se rend bien compte en fait de ce qui se passe donc à la, j'ai oublié le nom, le nom précis, la maison des auteurs, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et donc, je trouve très intéressant aussi que vous expliquiez les différentes possibilités, notamment quand vous détaillez les résidences d'auteurs, enfin le potentiel qu'on peut y voir, les pistes de travail qu'on peut viser donc par ce moyen-là. Donc c'est très inspirant en fait de voir un petit peu tout ce qui se passe pour voir dans quelle mesure on peut nous éventuellement récupérer peut-être des idées pour organiser chez nous ou pour dans l'autre sens, hein, donc sensibiliser des auteurs qui gravitent dans notre périmètre vers vos structures. Donc voilà, pour moi, donc je n'ai jamais eu le plaisir d'aller à Angoulême, donc tout est une découverte dans ce qui concerne Angoulême. Et donc, c'est vrai que c'est une cité qui a tellement de diversité, de richesse dans les structures que voilà, on n'a jamais fini de faire le tour complet de tout, je pense. Ou alors ça prend très longtemps. Merci Lucas. Moi j'avais une question pour vous, Pili. Je me demandais comment ça se passe concrètement. 4 ans de résidence, c'est quand même fou. 4 ans, vous avez quand même le temps de lier de sacrés liens en 4 ans. Qui vient 4 ans et comment on gère une résidence de 4 ans à la différence d'une résidence de 3 mois? Alors c'est vrai que 4 ans, c'est une tranche de vie. Et les gens au départ ne viennent pas en se disant je vais rester 4 ans. Mais il arrive quand même assez souvent, notamment pour des internationaux qui décident de venir assez longtemps, notamment ceux qui viennent en famille, hein, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut accueillir des familles. On a déjà eu des couples d'auteurs, notamment, avec des enfants qu'il faut scolariser, etc. Donc, on a aussi des gens qu'on loge, nous, et qu'on accueille pendant 1 an, puisqu'en fait, on peut loger, on propose un logement pendant 1 an. Ensuite, les gens qui souhaitent rester se logent par leurs propres moyens. On leur prête, évidemment, on met à disposition un atelier, du matériel, etc. Mais on ne les loge plus hein, pour ne pas bloquer un appartement pour une même personne pendant 4 ans. Et ces gens-là, en général, font le choix à un moment de la résidence, à peu près vers le 6e, 7e, 8e mois. Ils viennent nous voir en nous disant « et si on restait, qu'est-ce qu'il faudrait faire ?» etc. Et là, c'est vrai qu'on les accompagne pour trouver un logement, etc. On a la chance aussi d'être sur une
une ville où tout le monde est très concerné par la question des auteurs. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de trouver un logement, les coûts ne sont pas très élevés, etc. Donc, on a aussi des atouts qui font que tout ça est assez facile. On a aussi de très bonnes connexions avec la préfecture qui nous suit sur les dossiers, qui donne des visas voilà, quand on appuie des projets, etc. Ça paraît une petite chose, mais ça ne l'est pas parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental pour pouvoir rester et pour pouvoir travailler aussi, voilà, faire des créations qu'on peut vendre aussi en France. Donc, il y a tout ce travail qu'on accompagne pour les gens qui restent longtemps. Ensuite, c'est vrai que le fait que ce soit une maison où il y a en moyenne 20 personnes à la fois, fait que c'est une sorte de petite ruche où les gens vont et viennent. Ils ont des relations évidemment fortes avec l'équipe de 3 personnes qui travaillent à la Maison des Auteurs. Donc, Brigitte, qui est mon assistante, Brigitte Massias, et Sébastien Cornio, qui lui est le juriste, puisque nous avons aussi des services qui sont mis à la disposition des auteurs résidents et des adhérents de la structure, qui sont des auteurs qui ne sont pas en résidence mais qui viennent. On a un service juridique qui accompagne la lecture de contrats, qui accompagne tous les problèmes de facturation, d'impôts, etc. Donc il y a aussi tout ce travail qu'on fait, qui fait qu'on accueille des gens divers pour une palette de propositions. On a une salle informatique, une salle de matériel de reproduction graphique, etc., qui est utilisée aussi par la communauté locale. Tout ça fait qu'il y a aussi des choses qui se font en dehors de nous. On est moins dans une relation, justement, quand on est dans une résidence où il n'y a qu'une personne, etc., on peut avoir des relations extrêmement fortes avec la personne qui nous accueille. Nous, on est plutôt dans une relation d'écoute, de bienveillance. On est très attentif, mais on laisse une grande liberté aux gens et voilà, les relations s'établissent selon les modalités que chacun veut. Tous les gens qui ont accueilli des résidents savent qu'il y a des résidents qui ont besoin de parler de leur travail, d'autres pas du tout. Enfin voilà, chacun. Et on essaye d'être très respectueux de ce qu'on sent très vite. Dès les premiers jours, on sent de toute façon comment chacun va se positionner dans un lieu en général. Oui, je lis. Oui, bonjour Pili. J'ai tout. Ravie de vous rencontrer, même si c'est virtuellement. Ma question portait plutôt sur les résidences croisées, puisque j'ai vu qu'il y en avait une qui était en recrutement pour la Serbie. Comment ça se passe pour organiser ça avec la Maison des Auteurs? Est-ce qu'il y a des prérequis est-ce que c'est forcément un auteur français qui va dans le pays qui propose la résidence et l'échange est parallèle? C'est-à-dire qu'il y a un auteur de ce pays qui vient à la Maison des Auteurs? Je sais que pour l'Espagne, il y avait un projet en cours à Bilbao, il me semble, avec le Centro Azcuna, qui a été un petit peu arrêté par tous les événements. Donc voilà, si vous pouviez en dire un peu plus sur les résidences croisées, je suis sûre que ça intéressera aussi mes co-stagiaires. Merci. Merci à vous. Alors effectivement, pour la Serbie, on est complètement sur le modèle que vous avez décrit, c'est-à-dire qu'un Français va aller en Serbie et un Serbe va venir à Angoulême. L'idée en général est vraiment de travailler ensemble avec le pays partenaire, c'est-à-dire qu'on définit ensemble les modalités de cette résidence, ce qui est attendu, le type de résidents qu'on souhaite accueillir les uns les autres, les modalités d'accueil qui vont être aussi liées souvent à un événement. Donc, par exemple, pour la Serbie, l'auteur français va participer à un festival de bande dessinée à Pančevo qui se met en place, qui se développe de plus en plus. Pour l'auteur qui viendra à Angoulême, c'est plutôt
tout un programme qui est en lien aussi avec les collections du musée, de la bibliothèque. Assez souvent, les résidences croisées ont aussi lieu au moment du festival, ce qui permet aussi aux auteurs de bénéficier du festival d'Angoulême. Ça ne sera pas le cas pour la Serbie, mais c'est pas, voilà, on a d'autres ressources évidemment à lui proposer. Voilà à peu près comment ça se met en place. Pour la Serbie, nous avons aussi accueilli la personne qui va mettre en place et qui va accompagner cette résidence. Donc, nous l'avons accueillie pendant une petite période, 3 semaines à Angoulême, où elle a pris connaissance vraiment de toutes les ressources de la cité. On a travaillé avec elle sur la question des résidences, mais ce n'est absolument pas un passage obligatoire. Il se trouve que là, il y avait une vraie demande et qu'on a souhaité la satisfaire. Pour l'autre résidence dont vous parliez, donc, qui est une résidence avec Québec, Bilbao et nous, l'idée était de travailler sur une thématique commune qui est le fleuve, puisque ces 3 villes sont traversées par un fleuve qui a une importance dans leur histoire pour chacune. Donc l'idée était de croiser, de faire en sorte que tous les auteurs se retrouvent chacun dans la ville de l'autre ou dans le pays de l'autre, et puis qu'ils puissent travailler à une œuvre individuelle et de fait aussi un peu collective sur la question du fleuve, avec des regards différents évidemment selon si on est du pays ou pas. Donc voilà, les choses vont reprendre leur cours, puisque bon voilà, là on est obligé de bloquer, mais l'idée était que chacun soit un mois dans chacun des lieux, avec 2 points importants, un festival à Québec et un festival à Angoulême, et puis un travail spécifique sur Bilbao. Donc on va relancer la machine. Là, c'était une résidence à 3 pays, avec le fait que la Nouvelle-Aquitaine également est très connectée avec le Québec. Nous sommes très connectés avec Bilbao, puisque pendant des années, nous avons travaillé avec le centre Ascuna sur une résidence, et que nous avons des liens particuliers depuis presque une dizaine d'années. Nous accueillons tous les ans un auteur espagnol avec des financements espagnols. Donc voilà, c'est un prolongement aussi de ce travail. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Si, bien sûr. Et l'Institut français, dans ce genre de projet, peut faire le lien en fait entre les 2 centres culturels, donc la Maison des auteurs et dans le cas de la Serbie, c'est une association, je crois. Tout à fait. Et l'Institut français, évidemment. Et l'Institut français, d'accord. Okay. Qui a été très présent. Dans le cas de l'Espagne, nous avons une résidence avec ACE, qui est Acción Cultural Española, qui finance une résidence, mais la France finance tout ce qui est déplacement, voyage. Et dans le cas de la résidence croisée avec les partenaires, je pense que l'IF, à un moment donné, pourra aussi nous aider. Enfin, voilà, dès qu'on peut, évidemment, on met dans la boucle les partenaires de l'IF qui souvent participent soit vraiment dans la conception dès le départ, soit nous aident à un moment donné, c'est aussi assez précieux, pour boucler un budget, pour payer un déplacement avec l'Alliance ou pas. Enfin voilà, mais bon, c'est toujours quelque chose de précieux, et les pays, de toute façon, les structures travaillent entre elles dans les pays, c'est-à-dire que ACE travaille avec l'IF de Madrid, indépendamment de nous, et ça fait partie du travail qu'ils font ensemble. Et vous avez beaucoup de résidences croisées, vous travaillez sur beaucoup de résidences croisées en même temps, ou c'est selon les demandes, les pays, les projets, etc. On en a relativement peu. On en a une dont on va bientôt parler avec l'IF Égypte, avec David Ruffel. Mais c'est vrai qu'en général, on avait plutôt des gens qui venaient à Angoulême et peu de gens de France d'Angoulême qui partaient à l'international. C'était plutôt dans ce sens-là. Mais bon, nous avons d'autres projets, peut-être où l'IF pourra nous aider. Nous travaillons à la création d'une maison des auteurs au Mexique actuellement, à Zapopan, qui est une ville qui est couplée à Guadalajara, et qui devrait ouvrir début 2021. Là, nous avons finalisé les plans, voilà, on a bien avancé, et on espère faire une résidence croisée sur ce projet
pour continuer des liens qu'on a commencé à initier avec le Mexique, avec l'Institut français de Mexico il y a quelques années. Et ça s'est prolongé avec cette maison des auteurs qui va ouvrir, hein, qui est une sorte de sœur jumelle à l'autre bout du monde. Et on espère bien justement continuer des résidences croisées dans ce cadre. Et selon les candidatures que vous recevez pour les résidences à Angoulême, vous voyez enfin, selon la nationalité des gens, surtout, vous voyez plus ou moins d'intérêt selon certains pays et selon certaines parties du monde concernant la bande dessinée? Non, je dirais Ou que c'est vraiment de partout? oui, c'est partout. Et puis, notre sélection, nos critères de sélection, c'est vraiment toujours essayer de voir ce qui est un peu singulier dans un projet. Donc, on va sélectionner des projets qui nous semblent avoir besoin d'un soutien public et de l'aide à la création telle qu'on la conçoit en France. Et donc, voilà, je ne dirais pas que les projets se ressemblent parce qu'il y a une énorme variété, mais ils ont quand même tous quelque chose en commun, c'est une voix singulière à un moment qui fait qu'on a envie d'accompagner ces projets-là. Donc, qui viennent d'Iran, d'Inde, des États-Unis, du Mexique, d'ailleurs, tous ont quelque chose de très fort en général. Merci. Merci à vous. Je crois qu'on a deux autres questions. Des personnes ont la possibilité de lever la main virtuellement. Et on a Edith au Cameroun qui veut nous poser une question. Il faudrait. Ouais. Oui. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai plutôt, enfin, je voulais revenir en fait sur ce dont Romain a parlé tout à l'heure parce que moi, évidemment, quand j'ai regardé la vidéo, c'est vrai, j'ai regardé un peu rapidement, mais quand j'ai regardé la vidéo tout à l'heure, vous parliez de 4 années de résidence. Alors, je me suis demandé, si vous dites que le projet, par exemple, si c'est vous qui définissez les contours du projet et que la personne n'a pas envie de partir de la résidence, est-ce qu'elle peut rester sur place pendant 4 ans? Et puis, est-ce que c'est dans ce cas-là, est-ce que c'est des projets qui ont des suites? Alors, C'est-à-dire qu'on a... oui, je n'ai pas assez précisé en fait. Oui. Vient de me dire. En fait, l'auteur qui vient en résidence dépose un projet qui est vraiment sur le travail qu'il va développer, sur le projet qu'il veut faire, que ce soit un livre ou un film d'animation, hein, parce que je n'ai pas précisé, on peut aussi venir pour le cinéma d'animation. Donc, en fait, assez souvent, les gens demandent une période qui peut être de 1 an, voilà. Mais ils peuvent redemander, prolonger, si ce livre n'est pas fini, ou pour un autre projet. Et c'est comme ça qu'on arrive à 4 ans, en fait. C'est pas, D'accord. on n'a jamais 4 ans d'un coup. En fait, c'est 4 ans maximum sur une période de 12 années. Alors, il y a des gens qui vont les faire à la suite parce qu'ils ont plusieurs projets ou des projets très lourds qui demandent du temps. Mais en général, ceux qui souvent restent 4 ans sont des gens qui ont fait le choix de s'installer à Angoulême ou qui vivent déjà à Angoulême et qui utilisent la maison vraiment comme un lieu de travail, un atelier où ils viennent tous les jours et où ils rencontrent évidemment d'autres gens qui, eux, bougent toujours, des gens qui sont là pour 3 mois, qui repartent, etc. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, hein, c'est cette permanence et ce mouvement avec des gens qui, eux, restent longtemps. Donc, on n'a aucune difficulté par rapport à la question de la durée. En fait, c'est quand même très cadré et ça ne pose pas de problème. En général, ça n'a jamais posé de problème. D'accord. Bon, je voudrais revenir maintenant sur une résidence que nous avons eue cette année au Cameroun. Chaque année, il y a des auteurs qui viennent en résidence pour l'Institut français. Et ça se passe dans l'ouest du Cameroun, à la Fondation Gacha, à Bangoulap. Donc, cette année, on a une auteure qui s'appelle Annick Kamgan qui est venue, qui est en train de rédiger un roman graphique
qui est plutôt historique et qui parle justement de la France et du Cameroun. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il est possible dans le projet, on a à parler de plusieurs pays, qu'on puisse faire des résidences à plusieurs endroits en même temps avant que le projet soit complètement terminé. Est-ce qu'on peut vous dire, est-ce qu'un même projet peut être accueilli dans plusieurs lieux de résidence? Oui, oui, c'est ça. Alors, ça peut, après, ça dépend. Ça demande une certaine organisation pour planifier cela. Après, c'est vrai que fait quand même toujours un peu attention à ce que des projets durent pas trop, s'étirent pas trop non plus dans le temps et que des gens passent d'une résidence à l'autre sans le boucler. Ça dépend vraiment de la nature du projet. Je pense qu'il y a des projets qui demandent du temps et qui justifient effectivement qu'on ait besoin de plusieurs séquences dans plusieurs lieux différents, etc. D'autres moins. Donc, je pense que c'est possible selon la nature du projet. Merci, c'est bon. Je crois qu'il y avait une dernière question, puis on passera, on enchaînera avec Fanny. Sabine voulait demander quelque chose? Oui, bonjour Sabine de Québec, donc qui suit attentivement le projet avec la Maison de la littérature de Québec qu'on accompagnera évidemment. Moi, j'avais une question plutôt relative à votre lieu et comment, je trouve ça assez singulier d'avoir autant d'auteurs en résidence en même temps. Comment vous organisez les temps de rencontre? Est-ce qu'il y a des lieux qui font que les auteurs se rencontrent de manière informelle? Est-ce que vous proposez des rencontres? Et si oui, sur quel type de critères ou de choix vous mettez les auteurs en relation? Alors déjà, nous, on a la question, vous voulez dire entre auteurs, hein, là, ouais. Alors nous, on a déjà une question au départ, c'est on a des places, il y a des ateliers individuels, il y a des ateliers collectifs. Donc la question de la réunion des auteurs, on se la pose dès le départ quand on reçoit les dossiers qui sont acceptés par notre comité d'agrément. C'est-à-dire qu'on se dit, il arrive qu'on se dise, telle personne, il faut la mettre avec telle personne dans l'atelier, ça va marcher, ils ont des choses à se dire, ils ont des choses à partager. Et ça, c'est des choses qu'on fait en amont quand on sent vraiment que ils font partie de la même famille, où il y a des questionnements, où ça va fonctionner. Donc ça, on essaie vraiment de le faire. Ensuite, indépendamment de ces questions de positionnement dans des ateliers collectifs, on a des lieux de convivialité dans notre lieu de résidence. On a un lieu où on mange, donc où les auteurs se retrouvent le midi pour déjeuner. On a la chance de la Maison des auteurs débouche sur une place qui est très grande, où il y a des bancs, où on peut s'installer, où dès qu'il fait beau, les auteurs mangent dehors, etc. Donc, on a déjà des lieux de convivialité qui font que ça fonctionne assez bien. Et puis, il y a des choses qui sont vraiment complètement sans nous, c'est-à-dire que comme personne n'arrive au même moment et personne ne part au même moment, eh bien, il y a toujours des gens qui sont un peu des relais, c'est-à-dire que les anciens prennent en charge un peu les nouveaux. Nous, on présente évidemment les gens entre eux, on fait des petits pots de bienvenue, voilà, on présente les uns les autres. Mais il y a aussi presque une façon de faire dans cette maison où par nationalité, d'abord les gens s'aident, et puis par génération, et puis par intérêt. Donc il y a beaucoup de choses qui sont sans nous, hors notre intervention. Il y a un groupe Facebook des résidents où les gens se retrouvent le soir, où ils vont boire un coup. Ça, c'est des choses qu'on connaît, hein, dont on connaît l'existence, mais qui se font aussi sans nous et qui fonctionnent très, très bien. Donc, on fait assez confiance en nos résidents pour créer ça. Et puis,
l'endroit où on est positionné, on est en plein centre-ville, très près des bars, très près de la vie nocturne, tout ça, tous les appartements que nous avons sont dans le même périmètre, sont très près les uns les autres. Tout ça participe en fait à ce que cette communauté, qui rejoint aussi la communauté plus vaste des auteurs d'Angoulême, il y a à peu près 200 auteurs sur le territoire, enfin sur un périmètre relativement petit. Tout ça, ça fait que, entre guillemets, la mayonnaise prend avec nous, mais aussi beaucoup en dehors de nous, ce qui est évidemment très bien. Et puis, il y a des associations qui sont très actives. On va parler de l'association Marsam avec David, qui co-participe au projet de la Maison de Bourna. Il y a aussi les groupes d'auteurs qui font que tout ça fonctionne. Enfin, c'est un petit peu l'alchimie d'Angoulême, pour le coup, de la taille de la ville, de son écosystème, de tout ce qui existe, qui fait que cette question de la mise en relation est relativement et même très facile. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une dernière question ou... Je n'en vois pas en tout cas. On va donc laisser la parole à... Merci beaucoup Pili. Vous restez avec nous évidemment, parce que tout cela est extrêmement bien conçu dans la mesure où on va finir par David et son projet en Égypte qui a un projet de résidence croisée avec la Cité internationale de la bande dessinée et la Maison des auteurs. Donc Fanny Roland, qui est responsable du pôle des résidences, va maintenant vous parler un peu de ce qui se fait en France aussi en la matière, et peut-être, je ne sais pas, quelques perspectives internationales. Je ne sais pas la nature de ton intervention, je te laisse la parole. Merci. Je crois qu'il y avait une dernière question avant. Charles. Pardon, je n'ai pas vu. Charles, oui, peut-être. Oui, bonjour. J'avais juste fait un commentaire plutôt qu'une question. Ce que je trouvais intéressant dans le projet, donc, c'est la temporalité. Le fait d'héberger comme ça, de faire travailler des artistes sur une durée longue. Je crois que c'est une des problématiques auxquelles on est confronté aussi dans le réseau, dans une perspective plus large, de travailler sur notre rapport aussi au temps. Moi, j'ai toute la difficulté, et pas seulement des artistes de la bande dessinée, mais à faire venir des artistes ici sur un temps assez long. On a donc cette résidence qu'on a mis en place dans le réseau des AF qui dure entre 7 et 8 semaines. Et il est très difficile de faire venir des artistes sur des temps aussi longs. Les artistes ayant tous des calendriers évidemment compliqués. Et dans une perspective à moyen terme, justement, de prendre en compte et d'intégrer l'enjeu environnemental, on peut se poser la question de savoir s'il ne serait pas intéressant de développer moins d'échanges, mais peut-être des échanges plus longs pour justement ce que vous disiez, avoir de la qualité dans le rapport avec les artistes. Merci Charles, ça va peut-être faire réagir Fanny, je ne sais pas. Oui, non, mais juste par rapport à la dimension peut-être environnementale. Bonjour à tous. D'abord, je ne me suis pas présentée. Donc, Fanny Roland, je suis responsable du pôle résidence à l'Institut français. Peut-être pour réagir à ce que vient de dire Charles, c'est vrai que ce qu'on est en train de traverser, enfin la crise qu'on est en train de traverser, effectivement, nous remet face à un certain nombre de responsabilités, et notamment des responsabilités environnementales. Donc, on réfléchit en tout cas à ces questions-là quand on parle de résidence et de mobilité. Je dirais que la résidence, c'est un outil quelque part assez efficace pour répondre à… Donc, j'entends que parfois, il est difficile de faire venir des artistes sur le long terme. Néanmoins, nous, c'est les projets qu'on soutient de plus en plus, c'est-à-dire pas seulement des projets de diffusion, mais bien des projets de coopération avec une implication souvent sur le territoire et une implication un petit peu qui peut provoquer des échanges sur le long terme ensuite. Et donc, j'allais dire, la résidence, quelque part, elle répond pour moi à cette problématique environnementale parce que voilà, il ne s'agit pas juste d'un one-shot de quelques jours. Juste pour une conférence ou pour diffuser, pour montrer son travail, mais il s'agit bien de travailler peut-être en lien avec des artistes sur place. Voilà, donc je dirais que c'est plutôt un outil constructif, on va dire. Voilà.
Je ne sais pas si je poursuis ou si peut-être il y a d'autres remarques sur cette question-là environnementale sur laquelle on travaille aussi. Juste pour vous dire, peut-être un élément qui peut vous intéresser, c'est la Fondation européenne pour la culture qui travaille sur des questions de mobilité depuis très longtemps. Et qui est une fondation qui est assez, certains d'entre vous la connaissent sûrement, qui est assez engagée, j'allais dire même militante sur les questions environnementales. Et c'est une fondation qui, par exemple, quand elle soutient des projets de mobilité, alors on va un petit peu au-delà de la résidence, là je parle plus de mobilité, mais qui, par exemple, attribue un soutien complémentaire aux artistes qui vont faire le choix de prendre le train, par exemple, pour une résidence au-delà de 700 km. Je prends cet exemple-là parce que c'est cette limite-là qu'ils avaient choisi, eux, à partir d'études qu'ils avaient faites, etc. Et donc, c'est une fondation qui a déjà mis en place un certain nombre quelque part de conditions pour répondre à cet enjeu environnemental. Donc, c'est des choses auxquelles on réfléchit, nous aussi, à l'Institut français, notamment à travers le projet Hyportunus. J'en dirais peut-être deux mots tout à l'heure, très rapidement, qui est ce projet de mobilité, peut-être vous en avez entendu parler, pour la mobilité, qui soutient la mobilité des artistes et des professionnels de la culture à l'échelle européenne. Voilà, on réfléchit à, effectivement, comment on peut répondre à cette question-là, tout en continuant à encourager voilà, les échanges à l'échelle européenne. Je poursuis, Romain, je ne sais pas, je reprends. Oui, oui. Donc, juste peut-être rapidement, nous, au pôle résidence à l'Institut français, on intervient sur 3 axes. Un axe qui est un soutien direct aux artistes à travers des programmes de résidence. Un axe qui est plus le soutien au réseau. Et puis un axe plus qui est de partage d'expertise sur la question des résidences. Et cet axe-là, on le fait pas tout seul, bien sûr, mais avec d'autres partenaires qui travaillent aussi sur ces enjeux de résidence. Et donc, je dirais qu'il y a 3 objectifs principaux pour nous. C'est quand on soutient des artistes en résidence, ce qu'on cherche avant tout, c'est les soutenir dans leur parcours à l'international et donc de leur permettre aussi à travers ces résidences d'accéder à des nouveaux réseaux professionnels, d'accéder peut-être à un nouveau public aussi, parce que quand on part dans un autre… Et Pili, vous l'aviez très bien dit dans votre vidéo, les résidences, c'est aussi se confronter à une autre culture, se confronter à quelqu'un ou un contexte différent, on va dire. Donc, il y a aussi cette idée pour un artiste, je pense, il y a cette idée de se confronter à de nouveaux publics, peut-être d'accéder à un nouveau marché aussi, suivant les pays dans lesquels on va, avec voilà, l'idée peut-être d'être traduit, d'être édité dans un autre pays. Et puis, voilà, l'idée aussi d'enrichir son projet à l'international. Donc ça, c'est un des objectifs du pôle résidence à travers les programmes qu'on met en place. Le deuxième objectif, c'est donc d'apporter cette expertise en termes de résidence et de partenariat, notamment auprès du réseau, à travers la fabrique des résidences. Et j'y reviendrai tout à l'heure assez rapidement. Et puis un dernier objectif qui est celui d'être un pôle un peu ressource sur la question des résidences à l'international. Il y a différentes ressources qui existent sur la question des résidences et notamment des résidences sur le territoire en France. Vous connaissez peut-être le livret du CNAP dans le secteur des arts visuels qui s'appelle 223 résidences en arts visuels en France. Il y en a d'autres qui existent dans d'autres secteurs. Puisque au pôle résidence, je n'ai pas précisé, mais on travaille vraiment de façon pluridisciplinaire. Donc, voilà, on n'est pas spécialisé sur la bande dessinée ou sur une discipline en particulier. Vraiment, on essaie de répondre, à travers nos programmes, on répond vraiment à toutes les disciplines. Voilà, donc le dernier axe, c'est un peu d'être un pôle ressources sur ces questions de résidence à l'international. Et à terme, sur notre site de l'Institut français aussi, avoir tout un tas de ressources sur ce qui se fait dans le réseau, notamment à travers la fabrique des résidences. Voilà, donc juste pour revenir sur le premier axe qui est celui de l'accompagnement des artistes, je vais citer juste 2 programmes de résidence qui me semblent peuvent être intéressants pour vous. Je parle beaucoup, mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous souhaitez poser des questions au fur et à mesure. Donc, il y a la Villa Kujuyama que je voulais mentionner, qui est un programme très spécifique puisqu'il a lieu au Japon. Néanmoins, il y a de grands auteurs et de grands BDistes qui sont passés par cette résidence-là. C'est pour ça que je la mentionne, que les lauréats de ce programme de la Villa Kujuyama sont des artistes qui aussi peuvent quelque part animer aussi votre programmation dans le réseau et avec qui voilà, il peut être intéressant d'avoir des échanges. Je pense à des artistes comme Nicolas de Crécy,
comme Catherine Meurice, qui est allée en résidence sociale à Villa Kujuyama, et puis comme Emmanuel Guibert, qui vient d'avoir le Grand Prix d'Angoulême d'ailleurs, voilà, qui était un ancien lauréat de la Villa Kujuyama. Donc ça, c'est un programme que je vous mentionne simplement parce que voilà, il y a des grands noms et des artistes intéressants, et d'ailleurs des moins grands aussi qui sont passés par ce programme-là et qui peuvent être intéressants voilà, pour animer votre programmation. Le deuxième programme que je voulais mentionner, c'est celui de la Cité internationale des arts. Certains d'entre vous le connaissent certainement déjà. On a un partenariat avec la Cité internationale des arts à Paris, qui est un lieu de résidence. C'est un programme qui est pluridisciplinaire. Et la particularité, c'est que ce ne sont pas les artistes qui postulent directement, mais c'est le réseau. Donc, c'est vous qui pouvez présenter des candidatures d'artistes que vous avez identifiés et pour qui voilà, il vous semble intéressant de soutenir, pour qui c'est le bon moment aussi dans le parcours de venir en France et d'avoir un certain nombre d'échanges aussi avec le secteur, la scène artistique en France. Donc, ce dispositif-là, le prochain appel à candidature aura lieu à la rentrée en septembre 2020 pour des résidences qui auront lieu sur la deuxième partie de 2021, donc à partir d'avril 2021 jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc ça, c'est vous qui présentez les projets de résidence, que vous déposez les candidatures. Ce sont des résidences de 3 à 6 mois en général. Et donc, encore une fois, c'est un programme pluridisciplinaire. Donc, ce qui est intéressant là pour les artistes aussi, c'est de se retrouver quelque part dans un écosystème assez vivant. Et là, pour le coup, contrairement à ce que disait Pili, nous, on les accueille, on accueille les artistes au même moment et ils repartent au même moment. On essaye de créer un espèce d'effet de cohorte et de promotion qui permet aussi aux artistes de se rencontrer, d'échanger, etc. Mais ça, c'est parce qu'aussi, on en reçoit beaucoup, on en reçoit une 60aine par an. Donc, en fait, il y a une 20aine d'artistes qui arrivent chaque trimestre et ça leur permet aussi d'échanger, etc. Donc ces artistes, on essaye aussi de les accompagner autant que possible dans le lien qu'ils peuvent avoir avec des partenaires potentiels en France. Et ça aussi, Pili, vous l'exprimiez très bien, je trouve, quand vous disiez la résidence est un peu une bulle, un cocon, mais ouvert sur les autres. Voilà, quelque part, c'est ça aussi, c'est un temps de travail, donc ça permet à l'artiste vraiment de développer un projet personnel. Mais je pense que la résidence, l'intérêt de la résidence, c'est aussi d'avoir ces contacts avec d'autres professionnels, avec d'autres artistes qui peuvent aussi amener à faire progresser le projet. Et donc, on travaille avec d'autres acteurs. Donc, on travaille avec Lyon BD, par exemple, qui a organisé, mais je crois que vous avez déjà, ou vous allez avoir aussi beaucoup d'échanges avec Lyon BD, mais Lyon BD a par exemple organisé une journée professionnelle à Grand Control à Paris, et donc on a permis à nos lauréats, à nos BDistes par exemple, de venir à cette journée professionnelle et de pitcher leur projet de BD devant des professionnels. Voilà. Donc c'est le type d'action qu'on essaye de mettre en œuvre pour accompagner les artistes qui viennent à la Cité internationale des arts. Pour vous donner quelques autres exemples de lieux avec lesquels on travaille, enfin avec lesquels on a des contacts et qui nous sollicitent parce qu'ils sont intéressés pour des projets à l'international. Il y a aussi la Maison de la BD de Blois. Bon, je ne cite pas la Maison des auteurs parce que voilà, on en a parlé et bien sûr c'est un partenaire privilégié pour de nombreux postes dans le réseau. Mais aussi la Maison de la BD à Blois qui a aussi manifesté son intérêt de développer des résidences à l'international. On travaille aussi avec le Moulin d'Andé, alors qui est plutôt identifié comme des résidences pour des cinéastes. Néanmoins, il y a beaucoup d'auteurs aussi de BD qui travaillent aussi un peu à la frontière de ces disciplines-là et donc ils peuvent être accueillis aussi au Moulin d'Andé, donc qui se trouve en Normandie. On travaille aussi avec la Maison Fumetti à Nantes. Et je crois d'ailleurs qu'il y a eu une résidence croisée qui a été soutenue dans le cadre d'une de nos conventions avec la Maison de la littérature du Québec dans ce cadre-là. Donc voilà, ça c'était pour mentionner un peu quelques partenaires aussi avec lesquels on travaille et des projets qu'on peut soutenir aussi, des projets croisés. J'en viens à mon deuxième point. Donc le premier point c'était sur les projets de résidence directement qui s'adressent aux artistes. Mon deuxième point c'est un petit peu le conseil et l'expertise qu'on partage avec le réseau sur la question des résidences, et je voulais juste vous dire 2 mots sur le programme de la fabrique des résidences.
C'est donc un programme qui est mis en place pour soutenir le réseau dans le développement de projets de résidence. Voilà, donc on intervient un peu à tout. Donc c'est une aide, il y a un appel à projet qui a lieu une fois par an. Et donc, c'est vous qui déposez les projets de résidence qui peuvent être des résidences de BD. Et c'est comme ça qu'on a soutenu le projet de résidence avec l'Institut français d'Égypte et puis la Maison des auteurs d'Angoulême. Et c'est comme ça qu'on va soutenir aussi le projet avec la Serbie que mentionnait Pili tout à l'heure. C'est dans ce cadre-là de la fabrique des résidences. Donc, vous pouvez tout à fait déposer un projet de résidence dans le secteur de la bande dessinée. Et nous, on intervient avec un soutien financier, mais aussi un soutien en conseil à tous les endroits, que ce soit pour la rédaction de l'appel à candidature, pour la diffusion de l'appel à candidature, pour la mise en place du jury, à plein de niveaux différents. Et puis, on essaye de concentrer cette information aussi sur notre page du site internet de l'Institut français pour que toutes les opportunités de résidence, quelque part, puissent être réunis au même endroit et que l'offre soit accessible pour les artistes, les auteurs, etc. Voilà pour la fabrique des résidences. J'en profite pour mentionner justement que dans le cadre de cette fabrique, il y a un réseau de villas qui s'est mis en place, peut-être que vous en avez entendu parler, qui sont des lieux de résidence dans le réseau. Je mentionnerai la villa Saigon au Vietnam. Il y a la Villa Saint-Louis-Ndar au Sénégal, il y a la Villa Salambo en Tunisie, la Villa San Francisco aux États-Unis, qui sont autant de lieux de résidence qui sont des lieux pluridisciplinaires et qui sont très souvent ouverts à la bande dessinée aussi. Donc peut-être que c'est moins... Ça peut aussi vous intéresser parce que suivant le pays où vous êtes, par exemple, je pense à la Villa Saint-Lambo et à la Villa Saint-Louis-Ndar, ce sont des résidences qui sont ouvertes aux auteurs aussi du continent africain. Donc, c'est aussi des opportunités à l'échelle d'une région pour aller en résidence dans un autre pays. Donc, il y a aussi la maison de Denise Masson à Marrakech qui est aussi axé sur les écritures, même s'il y a un angle un peu particulier puisque c'est autour du fait religieux, mais c'est aussi très ouvert à toutes les questions d'écriture. Voilà un petit peu pour la fabrique et pour ces villas qui sont des lieux de résidence dans le réseau. Je mentionnerai un dernier point qui est le projet Hyportunus que je mentionnais tout à l'heure parce que je sais qu'il y a beaucoup de pays européens qui sont représentés là aujourd'hui. Hyportunus, c'est donc un projet qui est soutenu par la Commission européenne, qui a pour objectif d'encourager la mobilité des artistes et des professionnels de la culture en Europe. Il y a eu une première expérimentation qui a été faite par l'Institut français en 2019. Il y en aura une deuxième en 2020. Et l'objectif de la Commission européenne à terme, c'est de créer un dispositif pérenne pour la mobilité des artistes et des professionnels de la culture à l'échelle européenne. Ça veut dire que sur le nouveau cadre financier de la Commission européenne 2021-2027, il y aura un projet pérenne pour la mobilité des artistes. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est de soutenir cette mobilité, donc de quelque part d'aider aussi les auteurs, les artistes à partir en résidence dans d'autres lieux. Donc ça, c'est un projet que je vous invite à suivre. Il y a une page dédiée, c'est i-portunus.eu. Donc ça, vous verrez qu'il y a un tas d'informations sur l'expérimentation qui a été faite en 2019. Une nouvelle expérimentation va être faite en 2020, mais avec la crise qu'on traverse, il va falloir attendre un petit peu avant la mise en œuvre. Et puis, le projet est voué à être pérenne. Et je pense que c'est un soutien très important puisque c'est de l'aide directe aux auteurs, aux artistes qui veulent partir en résidence dans un autre pays d'Europe. Avec cette idée aussi dans la deuxième version du projet de matcher les lieux de résidence avec les artistes. Donc, qui est quelque part un système de mise en relation d'artistes avec les lieux de résidence. Et donc ça, c'est dans un futur un peu plus éloigné. Mais voilà, et pour ça, on va travailler notamment avec un site qui peut vous intéresser, qui s'appelle Transartis, qui est un site qui répertorie tous les lieux de résidence dans le monde et vous pouvez chercher par discipline. Donc, il y a des filtres, c'est très bien fait. Vous pouvez chercher par ville, par discipline. Et vous pouvez aussi conseiller les artistes, auteurs qui sont autour de vous et qui veulent partir aussi à l'étranger, dans d'autres lieux. C'est aussi un outil qui me semble assez intéressant de ce point de vue-là. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop longue ni trop rapide.
et je suis à votre disposition pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Oui. Alors, Johanna, je vous vois. Johanna, votre audio, si vous voulez intervenir. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, je m'appelle Joana, je suis la responsable de la médiathèque de l'Institut français du Portugal. J'ai une petite question par rapport à la newsletter de l'Institut français, la lettre du pôle médiathèque. J'ai vu passer très rapidement un appel à candidature de l'Institut français de Meknès. Donc 5 candidatures pour un carnet de voyage 2020. Est-ce que des pays comme le Portugal, par exemple, peuvent diffuser cette information pour que des auteurs portugais puissent candidater? Alors là, je ne pourrais pas vous répondre directement. Je pense qu'il faut regarder effectivement qui est éligible à la résidence, s'il s'agit d'auteurs français ou d'auteurs européens ou étrangers ou internationaux. Je ne peux pas vous dire. Je ne connais pas cet appel à projet en particulier. C'est l'Institut français de Meknès, c'est ça qui diffuse le… C'est ça, oui, tout à fait. Et en fait, j'ai regardé très rapidement, mais je n'ai pas trouvé la partie qui était éligible. Donc, je posais cette question comme ça parce que comme je l'ai lu récemment, je me suis demandé si parfois c'est ouvert à plusieurs pays ou si se concentrer sur une zone spécifique, ça peut être ouvert à plusieurs pays, différents continents, les résidences. Oui, parfois ça l'est, oui, tout à fait. Hein. De plus en plus de résidences sont des résidences internationales et donc ouvertes finalement à de nombreux pays. Certaines ont un focus plus méditerranéen ou européen, mais très souvent, c'est des résidences internationales. D'accord, merci. Et il me semble que Lara, en Suède aussi, voulait poser une question. Oui, juste pour… surtout, en fait, je crois qu'on travaille d'une manière un peu synchronisée avec Transartiste. On est en train de développer actuellement, parce que tous nos événements sont annulés, une énorme base de données, en fait, de toutes les résidences en Suède, si ça peut être utile. Donc, si ces informations pourraient être intéressantes ou utiles dans le projet, on serait très, très heureux de partager ces infos. Voilà, c'était plutôt ça. Donc, ce n'était pas une question du tout. Je suis désolée. Non, mais c'est bien de savoir que vous travaillez avec Transartiste aussi et que voilà, pour moi, c'est vraiment un outil de référence. Donc, non, c'est formidable si vous travaillez. C'est pas du tout complet. Hein. Transartiste, ils ont des énormes trous. Donc, c'est pour ça qu'on fait le boulot aussi. Parce qu'en fait, on est très privilégié, on est dans un pays plutôt riche, mais les Français ne sont pas au courant du montant de résidence qu'il y a ici. Donc, à ce côté aussi, on veut plus partager, on veut que ça soit plus accessible. Donc, voilà, toutes les informations qu'on peut contribuer. C'était plutôt ça. Et voilà, merci. Mes excuses. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Oui, alors Myriam et puis Charles. Merci. Moi, j'aurais une question un petit peu très rapidement, comme ça, si on souhaitait mettre en place une résidence, est-ce qu'il y a quelques conseils tout de suite en 1 minute? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? À quoi il faut faire attention? Je pense à Sophie, je pensais qu'elle poserait la question peut-être, mais… Je crois que Pili a très bien répondu dans sa vidéo. Je trouve, je penserais comme ça, une première chose, ce serait peut-être la question de l'accompagnement et du lieu d'accueil. Voilà, où est-ce qu'on accueille l'artiste finalement et comment on l'accompagne dans le développement de son projet. Même si, encore une fois, c'est vrai qu'il y a des résidences qui sont très différentes, des auteurs qui sont extrêmement indépendants et qui vont avoir juste besoin de calme, et puis d'autres, au contraire, qui vont chercher cette ouverture vers les autres. Mais voilà, je réfléchirais en termes de lieu, d'accompagnement et peut-être de valorisation du travail aussi, c'est important. Parfois, les résidences ont lieu en même temps qu'un festival, par exemple. Ça peut être un moment quand même intéressant de restitution du travail. On n'a peut-être pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais c'est important que la résidence, elle puisse quelque part être raccrochée à
voilà, un moment de partage, en tout cas, de partage avec un public, et donc pourquoi pas un événement comme un festival. Et est-ce qu'il existe des cadres pour les rémunérations, des repères vers quoi est-ce qu'on peut s'orienter pour avoir une idée de quel serait un cadre adapté et pertinent? Alors là, par exemple, ça, c'est l'accompagnement qu'on fait au pôle des résidents, justement, avec le réseau. C'est vraiment, voilà, aussi définir ensemble quel est le cadre légal. Donc, en fait, quel type de contrat on met en place en fonction de la discipline aussi, parce que c'est pas, voilà, c'est pas la même chose dans toutes les disciplines. Et voilà, j'imagine que du côté de la Maison des auteurs aussi, vous faites ce type peut-être de conseils et de partage au niveau des contrats de résidence. Je ne sais pas, Pili, si de votre côté, il y a aussi ce type de partage d'expérience. En fait, c'est vrai qu'il y a un peu une norme sur la France hein, qui est, en gros, les résidences, elles tournent autour de 1 500 à 2 000 euros mensuels. C'est un peu ce qu'on voit le plus, avec une participation de l'auteur, évidemment, à des actions de médiation, ce que je disais, de l'ordre de 30% en moyenne. Après, c'est vrai que selon les pays, ça peut paraître des sommes très importantes. Donc, c'est évidemment à moduler. Et ce que je disais l'autre jour, il faut aussi quand même malgré tout tenir compte du fait que l'auteur français continue de payer un loyer, parfois dans des villes, des métropoles chères, etc. Donc, il ne faut pas non plus complètement le mettre en difficulté. Donc, il faut essayer de trouver une sorte d'équilibre hein, quand vous accueillez entre ce que vous pouvez mettre et le quotidien et le réel d'un auteur qui peut vivre à Paris ou dans d'autres métropoles françaises où il a des frais fixes importants, puisqu'en fait, il va continuer d'avoir ces frais fixes importants. Voilà, je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais en gros, c'est un peu comme ça que ça se profile. Après, c'est vrai que pour nous tous, enfin, l'idée, c'est aussi de trouver des partenariats, c'est aussi de monter des résidences croisées, c'est aussi de trouver les moyens d'accompagner financièrement ces résidences. Donc, ça fait partie aussi de votre projet, de comment vous allez le financer, avec qui. Ça ne sera pas forcément sur vos fonds propres exclusivement. Donc, ça doit faire partie de votre réflexion aussi. Par rapport à la question que vous posiez un petit peu auparavant sur les étapes indispensables à ne pas oublier, celle-ci, elle fait partie quand même des 5 ou 6 questions les plus importantes à se poser pour que vous voyez comment vous pouvez effectivement assurer ce montant, cette somme et avec qui. Merci beaucoup. C'est vrai que si je peux ajouter sur la fabrique des résidences, l'objectif, c'est un petit peu de venir justement en complément au partenariat que vous auriez éventuellement déjà trouvé. Mais notre objectif aussi, quand on évalue les projets, c'est de soutenir des projets qui vont être des projets long terme, en fait, qui ne vont pas être juste quelque part une édition de la résidence. En tout cas, du point de vue du pôle résidence, hein, je parle, les projets soutenus sont des projets dont on espère voilà, une certaine longévité. Voilà, on vient d'ailleurs dans l'appel à projet, on le dit, on peut soutenir le poste entre 1 et 3 années, entre 1 et 3 années. En espérant que justement ce soutien va permettre après au réseau aussi de trouver d'autres partenaires éventuellement qui, une fois que la résidence est lancée et structurée quelque part, que d'autres partenaires vont pouvoir aussi accompagner le projet de résidence. D'accord. Et sinon, j'en profite tout de suite, j'aurais une autre question. Est-ce qu'il y a des durées pour les résidences qui semblent, enfin, disons, bon, évidemment, 4 ans, c'était un exemple extrême et puis c'était un peu particulier, mais on va dire entre 1 mois et 1 an, est-ce qu'il y a des durées qui paraissent pas adaptées? Est-ce qu'1 mois, c'est trop court? Est-ce qu'au contraire, pour les instituts à l'étranger, c'est peut-être plus adapté? Enfin, je ne sais pas si vous avez des conseils aussi sur ce point. Moi, je dirais qu'en dessous de 1 mois, effectivement, ça devient quand même… c'est très court pour un artiste, le temps d'arriver dans le pays, de s'imprégner un tout petit peu, de faire quelques rencontres. Voilà, je dirais que ça serait la limite. Pour moi, si on parle vraiment de résidence, après, ça peut être une masterclass, ça peut être d'autres choses, d'autres formats, etc. Mais du coup, c'est plus vraiment de la résidence. Si on veut laisser un temps un peu
pour le développement du projet personnel, je trouve qu'un mois serait le minimum. Voilà. Donc, moi, je trouve qu'entre 3 et 6 mois, je trouve que c'est une bonne base. Il me semble aussi que c'est une bonne base entre 3 et 6 mois. Après, les résidences longues, elles posent souvent la question aussi du retour, qui n'est pas toujours facile. Voilà, pour des gens qui sont investis, qui ont fait un réseau d'amis, qui ont découvert des choses selon les pays d'où on vient aussi. Quand on rentre chez soi, on retrouve des choses pas toujours faciles, des contextes, il faut se remettre à travailler pour gagner de l'argent. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions. Donc la question de la durée, elle est aussi liée à la question du retour et aussi du suivi du retour. On n'en a pas parlé, moi j'en ai pas parlé non plus lors de la petite vidéo qu'on a faite, mais la question du lien, du contact, du suivi du retour, elle reste importante parce qu'un retour de résidence, ça vous a enrichi, mais très souvent, c'est aussi le retour au quotidien n'est pas si simple pour beaucoup de gens, donc il faut aussi le savoir et l'accompagner parfois. Merci, on va prendre très vite votre question, Charles, mais désolé de vous presser, mais on n'a toujours pas entendu David et on a déjà dépassé. C'était juste savoir si vous aviez connaissance d'un dispositif de soutien pour des résidences qui se passaient dans des espaces naturels protégés. Je sais qu'en France, il existe quelques exemples institutionnels de résidences dans des espaces naturels protégés. Est-ce que, à votre connaissance, ça existe aussi à l'international et s'il y a des dispositifs qui existent? Alors, c'est vrai qu'en France, je pense comme ça à la Fondation Camargo, en tout cas, qui peut être un partenaire très intéressant pour tout ce qui est environnement naturel, etc. Parce qu'il y a eu tout un projet autour des calanques dans cette zone-là. Et donc, la Fondation Camargo est un lieu de résidence international. Donc, ça peut être un partenaire vraiment intéressant à contacter. En revanche, comme ça, à l'international, il y a certainement d'autres projets. Là, comme ça, il n'y a pas de lieu en particulier qui me viennent à l'esprit, mais c'est vrai que la résidence peut être aussi un moyen de faire vivre quelque part un certain patrimoine. Il y a aussi beaucoup de résidences en milieu rural. Donc, oui, ça doit exister. Mais je ne saurais pas là les mentionner comme ça. Est-ce qu'il y avait un territoire en particulier Non, c'était en Amérique latine, par exemple. À ma connaissance, ça existe assez peu de résidences co-construites, par exemple, autour, si on parle du territoire amazonien. Je dis ça parce que j'en parlais justement ce week-end avec Sylvain Robac, l'attaché culturel à Bogota, pour qu'on puisse institutionnaliser notre résidence qu'on a commencé ici en Équateur, en travaillant avec des espaces naturels spécifiques avec les artistes. En l'occurrence, quand on a accueilli notre auteure de bande dessinée, Karine Bernadou, elle voulait spécifiquement être présente sur la partie amazonienne. Et on a commencé à travailler avec des partenaires locaux sur la région amazonienne, toujours dans une idée d'une temporalité longue. Et juste un commentaire par rapport à ça, c'est intéressant aussi de voir que quand on souhaite, donc avec Sylvain, cette résidence puisse être d'abord pour des femmes auteurs de bande dessinée, et quand on les contacte, certaines de ces femmes qui ont des familles et des enfants nous disent qu'elles ne peuvent pas partir plus de 3 ou 4 semaines pour des raisons familiales. Alors que quand on contacte un homme, auteur de bande dessinée, il est toujours beaucoup plus disponible pour faire des résidences justement de long terme, entre 8 et 10 semaines. Voilà. Vous êtes en train de sous-entendre que les hommes ne s'occupent pas de leurs enfants, c'est ça? Exactement. Exactement. Je suis assez d'accord. Eh bien, on prend le commentaire et on va essayer de faire une transition douce vers vous, David, sans transition, comme on dit. La transition, elle peut venir quand même du dispositif de la Fabrique des résidences, Fanny, parce que ce projet en Égypte est né dans ce cadre, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Je vais laisser David le présenter, mais c'est vrai que c'est un
voilà, un projet qu'on a souhaité soutenir dans le cadre de la fabrique, voilà, et qu'on espère va pouvoir se poursuivre dans le temps. Mais David, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis attaché livre à l'Institut français d'Égypte. Et donc, la maison de Gourna, puisque c'est le titre de cette résidence, a été créée en novembre et décembre 2019, donc très récemment, avec notamment le soutien de la Fabrique des résidences, effectivement, et en partenariat avec la Maison des auteurs et la Cité de la BD d'Angoulême. Mais ce projet, il est là pour, il n'est pas venu ni de la Cité, ni de la Maison des auteurs, ni proprement de l'Institut français d'Égypte, mais c'est plutôt un soutien à un projet d'auteur, et c'est un peu la particularité de cette résidence au départ, un projet d'auteur-dessinateur français qui s'appelle Golo, que vous connaissez probablement, qui est un grand auteur français. C'est un projet aussi lié à un territoire très particulier en Égypte, qui est Gourna, donc qui est sur la rive ouest de Luxor, donc au pied de la vallée des rois, au pied de la vallée des reines, au pied donc dans cet environnement du temple de Luxor, du temple de Karnak, donc un trésor mondial archéologique. Par ailleurs, avec un fort lien avec la bande dessinée, puisque ce qu'on peut trouver sur les tombes de cette époque-là de l'humanité ressemble fortement à de la bande dessinée. Alors Golo, pourquoi Golo? Parce que Golo d'abord vit à Angoulême, mais il est probablement le plus égyptien des auteurs français, puisqu'il a vécu 30 ans en Égypte. Et il a travaillé en Égypte comme dessinateur de presse notamment. Il a beaucoup publié d'albums sur l'Égypte. Et il a, au cours de ces années, fait construire une maison traditionnelle à Gourna, donc dans ce territoire-là très particulier, dans un environnement aussi très naturel, rural, et en même temps, il faut comprendre, c'est le tourisme mondial, donc c'est un territoire en lien avec cette globalité des mobilités et du tourisme. Donc c'est un lieu très très particulier. Donc il a créé cette maison-là, et il a eu donc depuis 2-3 ans à peu près le projet de faire de cette maison personnelle un lieu de résidence internationale de bande dessinée, avec le projet de réunir, disons 2-3 mois par an, des auteurs français, internationaux, liés aussi à Angoulême et au territoire et à la maison des auteurs, et de les faire travailler avec des auteurs égyptiens. En novembre et décembre, en lien avec le festival Cairo Comics, qui est le festival de bande dessinée internationale créé à peu près au milieu des années 2010. Ça sera la 6e édition en 2020. Donc, vous voyez, ce qui est particulier, c'est que c'est un projet qui n'est pas venu de nous, l'Institut français, mais qui est porté par un opérateur indépendant, français en l'occurrence, mais très très lié à la scène égyptienne de la bande dessinée, et notamment à ce festival dont je vais vous parler. Alors, pour nous, Institut français d'Égypte, ce qui nous intéresse évidemment, c'est de développer un lieu de résidence internationale en Égypte. On soutient en tant qu'institut fortement ce festival Cairo Comics. On a très fortement participé à cette exposition qui a eu lieu en janvier 2018 au festival à la Cité de la BD sur la bande dessinée arabe, nouvelle génération. Donc on a un lien fort et on soutient fortement la bande dessinée en Égypte. Mais donc ce projet nous permet d'avoir un volet résidence, de permettre des liens beaucoup plus forts entre créateurs égyptiens de longue durée et créateurs français, de faire venir des auteurs français, dessinateurs en Égypte, travailler sur ce territoire-là. Donc on avait un très fort intérêt à développer cela, et je pense que la Cité de la BD, par ses liens aussi avec le monde arabe, a vu là, la Maison des auteurs a vu là aussi une opportunité pour, disons, solidifier ces liens entre la Maison des auteurs et la production et la scène arabe et égyptienne plus particulièrement. Alors donc voilà, ça c'est un peu le cadre général. Donc cette première édition qui a eu lieu en novembre et décembre a comme particularité que c'est une résidence collective avec 8 auteurs en tout qui ont participé, 5 non-égyptiens. Pourquoi je dis non-égyptiens et pas français? Parce que parmi ces auteurs qui n'étaient pas égyptiens, certains sont grecs, libanais, italiens et italiennes, mais leur particularité, c'est qu'ils sont installés dans le territoire d'Angoulême, de Nouvelle-Aquitaine, où ils sont passés par la maison des auteurs. Et puis 3 auteurs dessinateurs égyptiens
les auteurs français sont venus pendant 2 mois. Ils ont participé pendant les premiers jours de leur séjour en Égypte au Festival Cairo Comics. Ils sont venus, donc ça, on parlait de la manière de valoriser une résidence. Ils sont venus présenter le projet de cette résidence, ce qu'ils allaient faire ensuite à Gourna. Donc ces auteurs-là sont restés 2 mois, et puis les auteurs égyptiens, chacun 15 jours. Et donc c'est le projet qui était sous-jacent. C'était une création collective à partir d'un territoire et sur un territoire, celui de l'archéologie de l'Égypte ancienne. Golo en est l'initiateur, c'est lui qui, drive un petit peu tout le monde, fait travailler tous ces différents auteurs sur ces lieux-là et sur ce territoire-là. Et de ça est sortie une exposition qui a été montée donc très très vite après. Première exposition donc, qui a été présentée pendant le festival de BD d'Angoulême à la Cité de la BD en janvier, puis qui a duré février jusqu'à l'apparition de l'épidémie. L'exposition aurait dû être présentée 2 mois de plus. Et si tout va bien, cette même exposition sera présentée à Cairo Comics 2020, donc en début novembre. Si je dis 2020, si tout va bien, c'est uniquement en raison de l'épidémie, puisque nous sommes prêts à accueillir évidemment cette exposition. Par ailleurs, en termes de valorisation, l'association autour duquel gravite, qui est avec Golo, qui s'appelle Marsam, Pili en parlait tout à l'heure, qui est basée à Angoulême. Marsam a beaucoup apporté à la valorisation de cette résidence en invitant un photographe, un cinéaste. Et donc, il y a un film qui est réalisé, un très beau film d'1 heure sur la résidence. Et puis, un beau reportage photo aussi qui a été publié notamment sur un blog. Alors, cette première édition était très, je dirais pas lourde, hein, elle était très forte en termes de propos et de réalisation, mais elle nécessitait d'avoir beaucoup de fonds. Donc, c'est une résidence qui a coûté quand même beaucoup d'argent, à peu près 30 000 €. Donc, il nous a demandé à Pili et à moi en particulier, et à nos 2 institutions, d'aller vraiment chercher des fonds pour monter cette résidence-là. Et on a été très soutenus, notamment par l'Institut français, à la fois par la Fabrique des résidences, mais aussi dans le cadre d'une convention avec la région Nouvelle-Aquitaine, collectivité territoriale aussi de la région d'Angoulême et de la ville d'Angoulême, et puis des fonds aussi privés que l'association Marsam et Golo sont allés trouver par un appel à fonds via KissKissBankBank. Donc beaucoup de fonds, beaucoup de structures pour porter cette résidence-là. Et les dernières choses que je veux aussi dire avant de passer au futur de ce projet-là, puis de répondre à vos questions. Les 8 auteurs donc, qui étaient présents, du moins 7 en dehors de Golo, avaient une relative homogénéité, même s'ils venaient d'espaces très, très différents. C'était à peu près des auteurs dessinateurs qui ont entre 30 et 40 ans, qui sont des auteurs en devenir, qui ont déjà publié, qui ont déjà un travail important, mais qui n'ont pas publié une œuvre très conséquente encore. Et il y avait donc une certaine homogénéité entre les auteurs venant de France et les auteurs égyptiens. Donc ça, je pense que c'est aussi important quand on monte une résidence comme celle-ci, qui est une résidence collective. Alors, à partir de cette première expérience qui a été très réussie, on réfléchit à la manière de faire évoluer ce projet en lui donnant donc les pistes là, sur lesquelles on travaille actuellement. C'est d'abord, on a défini le principe d'une résidence croisée, c'est-à-dire avec une année qui se passe à Gourna en Égypte, avec des fonds investis importants, notamment de la part de l'Institut français d'Égypte, et puis une autre année qui se passe à Angoulême à la Maison des auteurs. Et donc en 2020, en octobre et novembre, actuellement il y a l'appel à candidature qui court, sera accueilli une auteure ou une autrice ou un auteur égyptien à Angoulême. Et donc en 2021, il y aura une nouvelle édition de Gourna. On va réfléchir, parce que notre rôle à Pili et moi, c'est non seulement de trouver les financements, la logistique, d'accompagner le projet de Golo, de Marsam
et de Cairo Comics, mais c'est aussi de réfléchir ensemble sur le projet lui-même et de le faire aussi avec Fanny notamment. Et donc pour les années futures, tout en restant sur un projet qui est de résidence collective sur un territoire bien précis qui est celui de Gourna, on verra comment en 2020 on va réfléchir disons, au format de cette édition 2021. Voilà, pour un premier tableau, peut-être Pili, tu veux tout de suite ajouter quelque chose? Non, tu as fait une parfaite synthèse. Je pense que non, on va laisser la parole aux questions. Est-ce qu'il y a des questions sur ce joli projet? Est-ce que c'est d'une certaine manière transposable sur l'un de vos territoires respectifs? Réaliste? Faisable? Envisageable? Non. Si je peux me permettre une petite intervention, donc effectivement ça fait presque rêver, hein, donc ces résidences, on s'imagine tout de suite recevoir des grands auteurs ou même moins grands, mais de toute façon des auteurs créatifs et des productifs comme ça pendant 2 mois, 6 mois en ville, mais quand on fait le calcul rapide avec les sommes qui sont évoquées, c'est des budgets qu'on a rarement vraiment à disposition si aisément, donc c'est un petit peu disons que raconter après coup, voilà, ça a coûté 10 000 euros ou 2 000, enfin, on s'imagine rapidement de 6 mois fois 2 000 euros pour 1 000 euros même pour un auteur, c'est des sommes que pour une alliance française, par exemple en Pologne, pour parler de ce que je connais, c'est juste, bon, il faut clairement trouver effectivement des financements autre part, ce qui n'est pas forcément évident dans les pays où la bande dessinée n'est pas forcément aussi développée qu'en France. Donc, même si on aurait plein d'idées, bien sûr, pour inviter des auteurs, s'inspirer des paysages industriels ou post-industriels de Pologne pour faire des choses formidables, quoi. Donc, et encore une fois, je me permets juste de parler du projet Hyportunus parce que ça peut vraiment être un soutien qui en plus intervient directement auprès des auteurs. Donc, bon, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas 2021, donc c'est quand même un horizon assez proche. Ce sera un dispositif vraiment, en tout cas, pour soutenir au moins la partie voyage des artistes et des auteurs. Donc, c'est une première façon, quelque part, d'intervenir directement en soutien aux artistes et à cette mobilité. On parle du voyage ou du séjour en général, ou juste du voyage? Parce que le voyage, encore, c'est dans un projet comme ça à relativement moyen terme. C'est pas la plus grande partie. Nous, on a eu un artiste qui est venu pour une exposition. Le voyage, ça a coûté le prix du billet d'avion, 250 euros. Après, c'est sa présence pendant 10 jours sur place qui a été vraiment. C'est des aides qui sont. Là où la Covid nous a aidés parce qu'il est parti plus tôt, mais sinon, c'était. Voilà. C'est des aides qui vont. C'est des petites aides, c'est sûr, mais qui sont entre 1 500 et 3 000 euros et qui peuvent servir donc une partie pour le transport et puis l'autre peut-être pour le logement quand il y a besoin de soutenir aussi cette partie-là. L'idéal, c'est de trouver, c'est vrai, un partenaire localement qui puisse mettre à disposition un lieu. Ça arrive quand même souvent dans les exemples de projets de résidence qu'on a pu mettre en place. Mais voilà, c'est sûr, c'est une petite aide, mais qui n'est pas négligeable. D'accord. Je voudrais préciser aussi, suite à l'intervention de Lucas, que ne rêvez pas à ce que nous ayons des budgets faramineux à l'Institut français d'Égypte, ne le croyez pas. Tout de suite, avec Pili, on savait qu'on était sur un lancement de projet avec une opportunité pour nous de solliciter beaucoup d'institutions pour nous aider à monter ce projet. Nous étions tout de suite conscients qu'on ne pourrait pas réitérer tous les ans un projet de résidence à 8 auteurs, à cette hauteur d'engagement financier. Donc, on était conscients dès le départ et donc l'enjeu pour nous, c'est avec d'abord ce projet de résidence croisée une année sur 2 et puis ensuite de travailler toujours au bon format
c'est de pérenniser cette résidence, de la faire durer dans le temps et de ne pas tout épuiser, d'épuiser toutes mes cartouches en une seule fois. Donc, on ne mettra pas 30 000 € chaque année dans une résidence en Égypte. Puis l'idée était aussi de... déjà, on se pose la question pour l'édition prochaine, c'est-à-dire de ne pas refaire forcément tout le temps la même chose non plus. C'est-à-dire que là, il y avait l'idée de faire un groupe, voilà, quelque chose d'important, un lancement, quelque chose de ce type. Mais même dans la question de la production, de ce qui pourra être donné à voir, de ce qu'on suscite comme désir, comme envie chez les auteurs, on se pose beaucoup la question avec David de voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir imaginer avec Marsam pour pas que ça soit Gourna 1, Gourna 2, Gourna 3, mais qu'à chaque fois, l'édition suivante de Gourna change, bouge, soit différente, etc. Donc, la question budgétaire, évidemment, elle aura sa place aussi dans cette question-là, mais c'est aussi de se dire... on ne va pas reconduire à l'identique à chaque fois la chose, on va essayer à chaque fois de trouver quelque chose qui réponde à de nouveaux enjeux, à de nouvelles envies et besoins. Oui, Sabine ? Oui, peut-être une question sur le processus de sélection. Alors peut-être que j'ai loupé une étape, mais... parce que c'est souvent une question qui revient. En tout cas, au Québec, le territoire est assez attractif, mais quand on veut cibler sur un certain type d'auteur, il y a toujours cette question-là de par quel réseau on relaye l'appel à projet. Est-ce que c'est entre pairs que les choses se décident, etc. Donc, je serais intéressée d'avoir votre retour là-dessus. Et donc, là, pour la sélection des auteurs résidents en France, donc un appel à candidature a été fait à peu près en mars 2019 et relayé en particulier dans les réseaux de la Maison des auteurs d'Angoulême et à travers la lettre d'information. Donc ça, c'était pour la France, donc vraiment dans le réseau de la bande dessinée et des résidences en France. Et puis en Égypte, c'est fait via le réseau de Cairo Comics et de l'association de Ninthart, le 9e art, égyptienne. Voilà. Et dans l'évolution aussi du projet, en termes d'opérateurs indépendants, le projet La Maison de Gourna va être porté à part presque égale, disons, entre Marsam, l'association française, et le 9e art, l'association égyptienne, pour donner cet ancrage égyptien encore plus fort que la première année à cette résidence-là. Après, sur Allez-y, je vous en prie. Sur un point pratico-pratique, n'hésitez pas à nous adresser tous vos appels à projets. C'est-à-dire à chaque fois que vous voulez faire les uns les autres une résidence et que vous avez fait votre appel à projet, pour sa communication, n'hésitez pas à utiliser tous nos réseaux, c'est-à-dire en France, vous avez la Maison des écrivains de la littérature qui relaie toutes les résidences pratiquement en France et à l'étranger. Vous avez la FIL, la Fédération du livre, qui fait le même travail. Nous avons une newsletter qui s'appelle la lettre aux auteurs, qui est très suivie par la communauté des auteurs. On a 1500 abonnés auteurs français. Donc, n'hésitez pas à faire passer ça dans tous ces canaux, puisqu'on suit les uns les autres tous ces appels et on essaie de les diffuser le plus largement à tous les auteurs voilà, par tous les biais qu'on peut avoir. Et les auteurs sont particulièrement attentifs justement à trouver toutes ces informations. Donc, ils se donnent l'information, etc. Nous, très souvent, on a des retours en nous disant merci de nous avoir signalé telle et telle résidence. Je crois qu'il y a une vraie attente des auteurs qu'on passe aussi par tous ces canaux. Donc, il ne faut pas hésiter. Ok, merci beaucoup de l'information. C'est vrai qu'on a souvent un enjeu aussi de renouveler le type de... Puis là, je pense à la BD, mais de manière générale sur les artistes qu'on peut accueillir. Renouveler peut-être les profils, c'est-à-dire
de se dire notre action, c'est aussi de permettre peut-être à des plus jeunes artistes, peut-être de favoriser la présence de femmes artistes qui sont peut-être plus difficiles à faire venir justement. Et c'est souvent là, je trouve qu'on pêche un peu dans l'accompagnement des partenaires, d'aller chercher des gens qui ne seraient pas venus sans ce projet-là, entre guillemets, pour le dire rapidement. Mais merci beaucoup du conseil, en tout cas, je vous tiens. Et puis n'hésitez pas, on voit de plus en plus dans les appels à projets vraiment les publics qui sont ciblés, c'est-à-dire qu'on voit des appels à projets où il est clairement indiqué on va donner la priorité à des artistes émergents, on veut donner la priorité à plutôt des jeunes créatrices, etc. Donc je crois qu'on peut se permettre aujourd'hui ou même de limiter à des régions. Il y a des fois, il y a des appels à projets qui ne s'adressent qu'à le Grand Ouest ou le Grand Est, etc. Donc voilà, faut vraiment être le plus clair possible dans votre appel à projet et sans complexe, parce que je crois que maintenant, il y a suffisamment d'offres pour qu'on puisse aussi être précis et ciblé. Et Pili, vous mentionnez aussi dans votre vidéo la MEL, que vous devez tous connaître, la Maison des écrivains et de la littérature, qui relaie aussi tout un tas d'informations sur la question des résidences d'écriture. Donc après, on peut choisir, on peut cibler quel type d'écriture, mais voilà, c'est aussi un outil, à mon avis, intéressant. Je crois qu'on va s'il n'y a pas vraiment de questions pressantes, renvoyer à la plateforme d'échange pour toute autre question. Je crois que Pili, vous y êtes, Fanny aussi, et David va bientôt nous rejoindre. S'il y avait des questions dans les prochains jours, je pense qu'on pourrait utiliser ce biais-là pour discuter. Et on va conclure, puisqu'on a finalement dépassé que d'une demi-heure l'horaire. On va remercier très chaleureusement Pili d'avoir pris autant de temps pour préparer la vidéo enregistrée. Ça me permet de rebondir sur un échange ce matin avec Myriam. Toutes ces vidéos ont été créées dans l'esprit d'être en Creative Commons. Donc vous pouvez tout à fait les utiliser sur vos plateformes. Il faudra peut-être demander une petite autorisation aux intervenants, mais c'est tout. Je vais remercier aussi Fanny très chaleureusement de nous avoir accordé tout ce temps. Et bien sûr, David en Égypte, qui nous a livré un très beau témoignage. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on va se retrouver demain. Je suis désolé, mais c'est la fin de journée. Je n'ai plus le programme en tête. Donc, on se retrouve demain et on passe une bonne nuit ou une bonne journée pour ceux qui sont loin. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, Pili. Au revoir.